Ok, donc sur ce, on va retourner à notre propos et je vais commencer par quelques éléments de virologie fondamentale sur la structure et leur application des coronavirus. Je vais enchaîner avec des pathologies provoquées par différentes infections de coronavirus humaines. Et ensuite, pour un peu comprendre ce qui s'est passé avec la pandémie Covid-19, on va faire on va regarder quelques généralités sur l'épidémiologie des maladies transmissibles. Et ça va nous permettre d'interpréter un petit peu comment ça s'est déroulé en France. Et puis je vais terminer avec de nouvelles informations sur les origines de ce virus, le SARS-CoV-2. Alors, les coronavirus, c'est-à-dire la famille des Coronaviridae, consiste en 4 genres viraux et dont 2 provoquent des infections chez les mammifères, y compris chez l'hôte humain. Donc les 2 genres infectant l'organisme humain, ce sont les alpha-coronavirus et les bêta-coronavirus. Donc en termes de nomenclature de virus, si vous avez un mot comme ça, quelque chose, virus, tout ça en un seul mot, c'est une désignation au niveau du genre. Si vous avez quelque chose, virus, mais en mots qui sont détachés, ça c'est une désignation au niveau de l'espèce. D'accord ? Donc ici, on a des désignations au niveau du genre, et jusqu'à il y a 2 ans, on connaissait 4 espèces de coronavirus humains, 2 alpha-coronavirus et 2 bêta-coronavirus, qui étaient responsables des infections un peu saisonnières, un peu comme le virus de la grippe. Et ces virus circulent dans la population humaine depuis au moins plusieurs décennies, et on a commencé à remarquer l'apparition de nouvelles infections à coronavirus chez l'humain à partir de les premiers foyers d'infection par le SARS-CoV-1 au sud de la Chine entre 2002 et 2004. Ensuite, les infections sporadiques au Moyen-Orient par le MERS-CoV. Et puis là, depuis 2 ans, c'est le SARS-CoV-2 qui a dominé la planète et le monde des coronavirus. Donc ici, la nomenclature, on commençait cette nomenclature avec le SARS-CoV-1, ce qui veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Okay, donc tout ça, c'est pour désigner le symptomatologie. Le MERS, c'est pour Middle East Respiratory Syndrome. Donc c'est le coronavirus qui provoque un syndrome respiratoire au Moyen-Orient. Et je ne vais pas tellement parler de ce virus aujourd'hui, mais il est très pathogène, provoque des infections sporadiques parce qu'il circule dans les chameaux. Et de temps en temps, il peut être transmis aux personnes qui sont en contact direct avec des chameaux. Donc on a très très peu de transmission interhumain avec le MERS-CoV, mais toujours, bon an, mal an, on a une dizaine de cas en Arabie Saoudite, en Jordanie, peut-être. Yémen, c'est difficile de savoir actuellement parce qu'avec la guerre là-bas. Mais en tout cas, bon an, mal an, on a des transmissions à l'homme par du MERS-CoV. Alors, dernière chose à ne pas oublier, donc SARS-CoV-2, c'est le nom du virus et la maladie, c'est la Covid-19. C'est comme le VIH-Sida. Le Sida, c'est pas le nom du virus, la Covid-19, c'est pas le nom du virus. Alors, partie un peu de virologie fondamentale ici. Donc, les coronavirus sont les virus enveloppés avec un génome en ARN brun plus. Alors, la particule virale a une forme globalement sphérique avec un diamètre d'à peu près 120 nanomètres. Et en microscopie électronique,
on a une morphologie vraiment typique avec une particule sphérique entourée d'une sorte de couronne composée des trimères de la glycoprotéine de Spike. Et c'est cette couronne qui donne le nom de la famille virale. Donc en termes de structure, c'est vraiment une particule virale qui est très très simple. Donc à l'intérieur, on a la nucléocapside qui a une symétrie hélicoïdale. Donc plusieurs centaines de copies de la protéine de nucléocapside, la protéine N, vont s'associer avec l'ARN viral et former un filament. Ce filament va s'enrouler sur lui-même comme une pelote de laine, et c'est ça qui forme un peu le cœur sphérique à l'intérieur de cette particule. À l'extérieur, on a la glycoprotéine de Spike, et dans l'enveloppe virale, on a juste deux protéines membranaires virales, la protéine M et la protéine E. Donc structure très très simple. Alors en termes de génome, c'est le type ou la famille de virus ARN brun plus qui a le génome le plus long dans la virologie. Donc c'est un génome d'à peu près 30 kilobases de longueur. Lorsqu'on regarde dans le génome, on a la partie 5' qui code pour deux grandes polyprotéines. Et dans la partie 3' du génome, on a plusieurs cadres ouverts de lecture et chaque cadre ouvert de lecture va coder pour une protéine individuelle. Alors globalement, le cycle de réplication des virus ARN, ça se passe comme ceci. Donc l'étape initiale, c'est l'attachement à la cellule hôte via une interaction entre la glycoprotéine d'attachement et un récepteur spécifique sur la cellule hôte. L'entrée qui fait passer soit la particule virale à l'intérieur de la cellule. Ensuite, la décapsulation, c'est-à-dire la libération du génome viral dans le cytoplasme de la cellule infectée. Et selon le virus, ces deux étapes, entrée et décapsulation, peuvent avoir lieu, peuvent se passer simultanément. Ensuite, la première chose qui va se passer, c'est que cet ARN viral sera traduit par les ribosomes de la cellule hôte pour exprimer des protéines virales. Parmi ces protéines virales, il doit y avoir une polymérase ARN dépendante de l'ARN qui va répliquer le génome en copie ARN brun-. Et à partir de cet ARN brun-, ça va servir de matrice pour refaire des copies de l'ARN génomique du virus. Donc chacune de ces copies d'ARN génomique va pouvoir former de nouvelles copies ARN brun-. Donc on a une amplification très très rapide et peut diriger l'introduction de protéines virales. Donc à la fin de notre cycle de réplication, on a énormément de copies de protéines de structure et énormément de copies d'ARN génomique viral qui s'assemblent pour former de nouvelles particules virales qui sont libérées par bourgeonnement pour quitter la cellule hôte. Donc ces différentes étapes doivent être accomplies par n'importe quel virus. Okay? Les 7 étapes d'un cycle de réplication virale, c'est pareil pour n'importe quel virus. Alors pour nous, on va regarder juste un peu rapidement quels sont les mécanismes impliqués dans l'attachement et l'entrée et de façon générale comment se passe la réplication virale. Alors les récepteurs spécifiques sont différents pour les différentes espèces de coronavirus. Donc le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 utilisent comme récepteur l'enzyme de conversion de l'angiotensine donc 2, la ACE2 comme récepteur. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que ces virus sont plus pathogènes que les coronavirus humains saisonniers. Parce qu'il y a une des espèces de coronavirus humain, disons plutôt banal, qui utilise le même récepteur. Donc ce n'est pas l'utilisation du récepteur qui fait qu'un virus est plus pathogène que l'autre. Néanmoins, c'est un facteur important qui détermine le tropisme du virus, c'est-à-dire quels tissus vont être susceptibles à l'infection virale. Et donc le fait que le récepteur ACE2 est exprimé par des pneumocytes, c'est ce qui rend le poumon susceptible à l'infection par ces virus.
Alors, l'attachement, c'est la première étape. Pour les coronavirus saisonniers, cet attachement est suivi par l'endocytose. Après l'acidification de l'endolysosome, les catepsines cellulaires sont activées par le pH acide, ce qui va mener à une protéolyse partielle de la protéine S. Et ça va activer les domaines de fusion de la spike, et c'est ça qui permettra l'entrée de la nucléocapside virale dans le cytoplasme. Donc, pour les coronavirus humains saisonniers, on a une distinction claire entre l'entrée et la décapsidation. Donc, on a une étape de entrée initiale par endocytose, mais la décapsidation, c'est l'étape suivante avec la fusion membranaire et la libération de la nucléocapside dans le cytoplasme. Alors, pour comprendre ce qui se passe en détail, je vous propose de regarder un petit peu la structure tridimensionnelle de la glycoprotéine de spike. Donc la forme active de la spike, c'est un trimère représenté ici. Donc on a chaque monomère avec une couleur différente. Et à droite, on a un monomère représenté. Donc les monomères de la glycoprotéine S sont organisés avec deux domaines distincts, le domaine S1 qui a deux domaines globulaires et la région S2 qui est composée d'hélice alpha. Et ce type d'organisation, c'est vraiment, c'est typique de toute une classe de glycoprotéines d'entrée chez les virus enveloppés. Donc, l'hémagglutinine chez le virus de la grippe, c'est un peu la même organisation. On a une tête globulaire et une tige qui est en hélice alpha. C'est pareil pour le VIH avec le GP120 qui est une tête globulaire et la GP41 qui est le domaine de fusion plutôt en hélice alpha. Et pour toutes ces glycoprotéines d'enveloppe, on a des fonctions bien distinctes sur les différents domaines de la protéine. Donc la tête globulaire, c'est la partie de la glycoprotéine d'attachement qui se fixe sur le récepteur. Et sur la glycoprotéine spike, c'est le domaine CTD, donc le domaine C-terminal de la région S1. Souvent, on appelle aussi la RBD, donc pour le domaine de binding au récepteur. Et le domaine S2, son rôle, c'est de déclencher la fusion entre la membrane, l'enveloppe virale et la membrane cellulaire. Et pour déclencher cette action de fusion, il est absolument nécessaire chez les coronavirus de cliver deux sites dont la glycoprotéine S1. Donc ce site S1 S2 et le site S2'. Donc chez les coronavirus saisonniers, ces deux clivages sont effectués après l'endocytose de la particule virale par les catepsines. Chez le SARS-CoV-2, le site S1-S2 est déjà clivé lors de la libération de la particule virale à partir de la cellule infectée par des furines, par la furine, une protéase ubiquitaire. Donc la glycoprotéine spike de SARS-CoV-2 est déjà un petit peu préactivée pour la fusion. Et la deuxième étape, le clivage ici à ce site S2', est effectué par la protéase membranaire TMP-RSS2. Et ça, c'est une différence fondamentale entre SARS-CoV-2 et les coronavirus humains saisonniers. Alors, pour vous montrer comment ça marche, je vais essayer d'activer ce petit lien pour vous montrer. Ah non, je ne voulais pas le minimiser. Idiot, plutôt ça. Ok, donc je vais vous montrer ces petites animations où on voit illustrer notre particule virale de SARS-CoV-2 avec la nucléoprotéine associée en filament avec l'ARN génomique et la glycoprotéine, les trimères de la glycoprotéine spike à l'extérieur. Donc la première étape pour l'entrée infectieuse sera
la fixation du CTD sur le récepteur AS2, donc en mauve. Donc on a les glycoprotéines de spike qui s'attachent à l'AS2. Ensuite, ce qui va se ramener sur le côté ici, ce sont les protéases TMP RSS2 qui vont donc cliver ce site, ce deuxième site, et c'est ça qui va permettre de détacher les domaines S1. Ensuite, on a le domaine S2 ici qui va se déployer et va projeter les peptides de fusion qui sont des peptides hydrophobes dans la membrane plasmique de la cellule hôte. Donc ça, c'est l'enveloppe virale et ça, c'est la membrane plasmique de la cellule hôte. Donc cette forme allongée est très instable, donc elle va se replier sur elle-même et provoquer la fusion de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale. Et du coup, la particule virale se dissolve en quelque sorte dans la membrane plasmique de la cellule et ce qui était à l'intérieur de la particule virale va passer directement dans le cytoplasme de la cellule. Donc c'est la nucléocapside virale qui rentre dans la cellule. Ok, donc juste pour revenir à la forme initiale de la domaine S2, donc ces hélices alpha, vous pouvez les imaginer, c'est comme une sorte de ressort qui est compacté dans la glycoprotéine, dans la spike. Mais lorsqu'on a cette activation par le clivage protéolytique sur le site S2', le ressort se relâche. Et c'est ça qui va projeter les domaines de fusion, les peptides de fusion, très loin et les intégrer dans la membrane de la cellule hôte. Ok, donc à la fin de ce processus de fusion membranaire, la nucléocapside livre l'ARN génomique viral dans le cytoplasme de la cellule hôte. Donc la première chose qui va se passer, c'est que les ribosomes de la cellule hôte vont se fixer ici, à l'extrémité 5' du génome, et vont traduire les deux polyprotéines qui se trouvent à l'extrémité 5' du génome. Donc ces deux polyprotéines, qui sont PP1A et PP1AB, codent pour différentes protéines non structurales, donc NS, deux protéases, la protéase 3CL et la protéase PL, donc papain-like et chymotrypsin-like. Et ce sont ces deux protéases virales qui vont cliver les polyprotéines dans leurs constituants fonctionnels. Donc on a un clivage de la polyprotéine par les deux protéases virales. L'une de ces protéines, codée dans le PP1AB, c'est l'ARN polymérase dépendante d'ARN. Et donc c'est cette ARN polymérase qui va synthétiser un ARN complémentaire, brun-moins, en utilisant l'ARN génomique viral comme une matrice. Il va également synthétiser plusieurs ARN brun-moins plus courts qui vont servir de matrice pour synthétiser les ARN messagers qui codent pour les différentes protéines structurales du virus et différentes protéines accessoires également. Donc, pour être traduites par les ribosomes cellulaires, des ARN viraux doivent être modifiés avec une coiffe 5' et une queue poly-A. Normalement, pour les ARN messagers cellulaires, tout ça se passe dans le noyau avant l'export des ARN messagers. Donc, les coronavirus n'ont pas accès à ces mécanismes, à cette machinerie cellulaire. Donc, en fait, parmi les différentes protéines non structurales du virus, il y a des enzymes qui permettent de rajouter une coiffe 5' et une queue poly-A aux ARN viraux. Donc, le virus fait tout lui-même pour faire passer ses propres ARN comme des ARN messagers de la cellule. Et bon, malheureusement, je vous ai pas donné beaucoup d'informations ici, mais enfin, mais juste pour la dernière étape, comme tous les virus enveloppés, la libération de la particule virale se fait par bourgeonnement, mais les coronavirus ne libèrent pas leurs particules directement à la membrane plasmique, mais plutôt les particules sont libérées par bourgeonnement dans un compartiment intermédiaire entre le réticulum endoplasmique et le Golgi. Donc ensuite, ces particules vont suivre la voie de sécrétion
constitutives des cellules infectées. Donc voilà pour la virologie fondamentale. Donc maintenant, on va passer aux pathologies et on va contraster un petit peu les pathologies provoquées par les coronavirus humains que j'appelle saisonniers ici, les 4 espèces de coronavirus humains connues jusqu'en 2019. Pas vraiment de différence de pathologicité entre les 4. Tous les 4, on n'a pas vraiment réussi à distinguer si les bêta ou les alpha coronavirus humains étaient plus pathogènes. En tout cas, pas de différence notoire. Et ces 4 espèces de virus sont responsables d'infections respiratoires saisonnières. Ils peuvent aussi provoquer des pneumonies dans une minorité des cas et de temps en temps des gastro-entérites. Ils sont tous dotés d'une certaine potentiel pathogène. Ils ne sont pas tout à fait anodins 100% du temps. Donc ça, c'est une étude effectuée en France chez les enfants hospitalisés pour des infections respiratoires. Et 10% de ces enfants avaient une infection par un coronavirus humain qui était la cause de leur hospitalisation. Donc ces formes sévères existent quand même pour les coronavirus humains standards. Et les populations en risque sont les très jeunes enfants, moins de 2 ans d'âge, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Donc pour les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, c'est les mêmes populations en risque pour le SARS que pour le Covid-19. Alors, il y a relativement peu d'études sur les infections à coronavirus humain en dehors de l'hospitalisation. Mais j'en avais trouvé un qui était publié en 2018 qui a comparé les enfants avec des infections à coronavirus en ville et à l'hôpital pour comparer un petit peu leurs symptômes. Et pour les enfants avec une infection à coronavirus confirmée en ville, les symptômes étaient congestion nasale, toux, mais pas vraiment d'indication d'infection chez les poumons. Donc le wheezing, c'est-à-dire sifflement au poumon, non, c'était absolument absent. Pas vraiment de fièvre, donc pas d'indication d'infection généralisée. Donc plutôt infection au niveau des voies respiratoires supérieures dans la grande majorité de ces infections chez les enfants en vie. Pour les enfants hospitalisés, on avait un peu moins de congestion nasale, donc pas vraiment un rhume, la toux un peu moins, plus de fièvre et un peu de sifflement au poumon. Donc plus d'indications d'infection plutôt dans les bronches et pulmonaires. Et ça, les symptômes ont duré à peu près 1 semaine, 2 semaines pour les cas les plus sévères. Alors, qu'en est-il pour les nouveaux bêta-coronavirus qui ont provoqué ces infections sporadiques et aussi la pandémie à Covid-19? Donc, MERS, pareil, je ne vais pas en parler parce qu'on va juste rester au SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2. Et pour le SARS-CoV-1, c'était une infection qui a été étudiée chez différents cohortes de patients, et notamment cette étude ici, c'était une étude observationnelle rétrospective chez 144 patients à Toronto, dans la diaspora chinoise. Alors, phase d'incubation, donc ils avaient retracé des chaînes de transmission dans ce foyer d'infection. Donc ils ont pu identifier qui a infecté qui et à quel moment. Et avec cette information-là, on peut estimer la phase d'incubation. Pour une maladie infectieuse, la phase d'incubation, c'est le laps de temps entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes. Donc pour le SARS-CoV-1 comme le SARS-CoV-2, ici, donc c'était une médiane de 6 jours. Donc quand on est infecté, pendant 6 jours, on ne se rend pas compte, pas de symptômes. Ensuite, pour le SARS-CoV-1, les symptômes étaient fièvre pratiquement chez tout le monde, toux sèche, 2 tiers des patients, myalgie, la moitié, radio pulmonaire anormale, donc vraiment une atteinte au poumon pratiquement chez tout le monde infecté, et un décès dans 6,5% des personnes infectées. Alors, à la fin de cette épidémie, on a pu faire un peu le bilan global de sa dangerosité en fonction de l'âge et du sexe de la personne infectée. Et ce qu'on peut voir, c'est que, un peu comme le SARS-CoV-2, pour le SARS-CoV-1, c'est relativement peu dangereux pour les personnes de moins de 30 ans. Et avec l'âge qui augmentait, on avait de plus en plus de risques de mourir.
avec un CFR de plus de 50% pour les personnes de plus de 60 ans, et avec plus de mortalité chez les hommes que chez les femmes. Alors, donc ça c'était le SARS-CoV-1. Chiffre à garder en tête ici, taux de mortalité plus de 5%. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le SARS-CoV-2 et la COVID-19? Donc ici, ce sont un petit peu les informations que j'ai gardées depuis 2020, et je sais que le tableau clinique est en train d'évoluer un petit peu avec la souche Omicron. Donc ça, c'est valable pour la souche initiale et les souches alpha jusqu'à delta. Okay. Donc infection, ensuite phase d'incubation, 5 à 6 jours, peut-être jusqu'à 2 semaines vraiment dans le maximum. Premier symptôme, relativement peu spécifique pour la plupart, fièvre, toux, fatigue, myalgie, mais le grand symptôme pathognomique qui était le perte de goût ou de l'odorat. Et ensuite, ce qui se passait, c'était que bon, ces symptômes-là, si vous avez une infection sans complications, ça durait plusieurs jours. Ensuite, bon, ça allait mieux, et puis vous êtes malade pendant une semaine à peu près. Bon, après, ça va mieux, quoi. Mais chez les cas graves, les symptômes restent stables pendant à peu près une semaine, et ensuite, il y a une complication caractérisée par une dyspnée, donc difficulté de respirer, diminution de taux d'oxygène dans le sang, ce qui nécessite un soutien en oxygène, et ensuite éventuellement passage en soins intensifs et éventuellement l'intubation pour les cas les plus graves. Alors, pour ces cas sévères et le décès, les facteurs de risque étaient l'âge ou la présence de comorbidités telles que des maladies cardiovasculaires, le diabète, maladies respiratoires chroniques ou l'hypertension ou des cancers. Donc, pas mal de facteurs de risque qui augmentaient vos risques d'avoir des formes graves ou d'être tué par l'infection. Et globalement, ce que l'on pense, le concept qu'on utilise pour expliquer cette symptomatologie un peu en deux vagues, c'est que la phase initiale, c'est directement lié à la réplication virale, tandis que la seconde phase, plus sévère, est liée à l'hyperactivation de la réponse immunitaire et aussi le déclenchement de la formation de mini-caillots dans le poumon et le dérèglement de la voie de coagulation. Donc on a des coagulopathies et une hyperactivation du système immunitaire qui sont vraiment liées à ces formes de pathologie sévères. Alors avant vraiment de voir à quel point la COVID-19 est mortelle par rapport à un coronavirus saisonnier ou la SARS-CoV-1, c'est bon moment de considérer comment on peut mesurer ce paramètre. D'accord ? Et en épidémiologie, souvent on a deux chiffres qui sont le CFR et le IFR, qui sont tous les deux la mesure d'une pathogicité d'une infection. Donc le CFR, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total de cas cliniques. Et un cas clinique, c'est quelqu'un qui est suffisamment malade pour aller consulter un médecin, qui va diagnostiquer, oui, vous avez ça, monsieur ou madame. Ça, c'est pas la même chose que l'IFR. Donc l'IFR, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total d'infections, y compris les infections asymptomatiques ou les infections qui sont ce qu'on pourrait caractériser de subcliniques. C'est-à-dire les gens sont peut-être malades, mais pas suffisamment malades d'aller voir leur médecin. Alors, dans la majorité des cas, c'est le CFR qui est le plus facile à mesurer. Parce que pour le CFR, on a un diagnostic, donc on peut compter qui a eu l'infection. Donc ici, je vous ai mis dans le tableau quelques données de CFR pour différentes infections virales. Passant du virus Ebola Zaïre, qui a causé une grande épidémie en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, presque 30 000 cas, plus de 11 000 décès, avec un CFR de 40%. La variole, dans une série de cas hospitalisés en Inde en 1970, 3 000 cas, 900 décès, un CFR de 30%.
Pour la rougeole, donc pareil, il y a une épidémie importante en République démocratique du Congo en 2019. 300 000 personnes infectées, 311 471 cas, 6 000 décès, la plupart des jeunes enfants, pour un CFR de 1,9%. Donc la rougeole dans une population non vaccinée, pas forcément, pas vraiment une infection tout à fait sans conséquence. Hein. Et pour la grippe saisonnière, donc j'ai sorti les derniers chiffres de Santé publique France pour l'épidémie pour la saison 2018-2019, donc dernière saison avant la Covid-19. On a estimé 1,8 million de cas en France avec 8 000 décès et ça fait un CFR de 0,45%. Donc bon an, mal an, c'est à peu près ça la grippe saisonnière. Alors, qu'en est-il pour la Covid-19 en 2020? Donc, les meilleurs chiffres que j'ai trouvés pour ça, en France en tout cas, ce sont cette publication en Science par une équipe d'épidémiologues de l'Institut Pasteur. Donc, eux, ils avaient intégré l'ensemble des données sérologiques et dépistage en France jusqu'en mai 2020 pour essayer d'estimer pour chaque tranche d'âge le risque, si on était infecté, d'être hospitalisé. Et à partir de ça, ils avaient aussi, si on était hospitalisé, quel était son risque de mourir en fonction de l'âge. Et en mettant ces deux choses ensemble, ils ont réussi à calculer l'IFR, le taux de mortalité par infection. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que pour les jeunes adultes de 20 à 29 ans, moins de 30 ans, l'IFR en 2020, c'était moins de 1 sur 10 000. Donc, si tous les étudiants de l'université de Nantes ou de Nantes Université étaient infectés, on aurait pu avoir peut-être 3 ou 4 décès. 2 à 4 décès. Et avec l'âge qui augmente, cet IFR devient de plus en plus grand. Et puis pour la démographie de la population française, en total, ça fait un IFR de environ 0,5%. Avec peut-être facilement la moitié des infections peu ou pas symptomatiques. Donc le CFR, il va être facilement 2 fois plus élevé que ça. D'accord ? Donc, IFR, CFR, deux statistiques importantes à comprendre pour déterminer ou comparer la pathologicité de différentes infections. Une autre chose qui est importante, surtout pour le contrôle des infections, c'est le numéro R0. Et ce numéro, c'est quelque chose qui sort de la considération théorique du développement des épidémies infectieuses lorsque un nouveau pathogène, un virus ou une bactérie nouvelle arrive dans une population qui est susceptible à cette infection. Et le modèle théorique, c'est ce qu'on appelle les modèles SEIR, qui proposent que les individus dans la population peuvent avoir 4 états vis-à-vis de l'infection virale. Donc, les personnes qui n'ont jamais rencontré le virus sont S pour susceptibles. Et lors d'un contact et une infection initiale, la personne est exposée. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la personne exposée va développer des symptômes et donc il devient infectée et infectieuse. Et cette personne infectieuse va transmettre le virus à un certain nombre de ses contacts qui deviennent à leur tour exposés. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la personne qui était infectée va récupérer de l'infection et va donc devenir résistante à l'infection, donc R, tandis que les personnes qui avaient été exposées lors de ce dernier tour de transmission du virus vont le transmettre, vont devenir infectieuses et le transmettre à d'autres voisins. Donc on fait tourner ces cycles de transmission du virus dans la population et ce qui se passe, c'est que on a le virus qui se répand de plus en plus dans la population. Et si on met ça sur une forme graphique, donc ça ce sont des cycles de transmission. Et petit à petit, on voit que le nombre cumulé d'infections va atteindre à la limite 100% de la population.
mais à la fin, tout le monde va devenir résistant à l'infection. Et entre le premier cycle de transmission de l'infection et la fin de l'épidémie, on a une pic épidémique. Et ça, c'est avec le nombre d'infections par jour, non pas en cumulé, mais par jour, quoi. Donc on a un pic et après ça diminue. Pourquoi ça diminue? Parce que tout le monde a fini par devenir résistant et le virus ne trouve pas de nouveaux hôtes susceptibles à infecter. Donc ces modèles sont très très bons pour expliquer la cinétique des épidémies avec des virus qui donnent des infections aiguës et pas des infections chroniques et qui induisent une immunité à long terme qui est très efficace. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on était infecté, on a une immunité durable et on ne peut pas être réinfecté. Ce n'est pas tellement le cas pour les coronavirus humains ni pour la COVID, la SARS-CoV-2. Donc, les exemples de virus de ce type-là, la rougeole, la varicelle, les orients, on est infecté ou vacciné dès l'enfance et ensuite on a une immunité de longue durée. Donc, dans le cas de ce type d'infection virale, ce qui se passe, c'est que le virus va arriver dans une population vierge, on va avoir une pique épidémique importante. Ensuite, ce qui va se passer, ça va dépendre de la taille de la population. Donc, dans une petite population isolée, telle que sur des îles, ce qui va se passer, c'est que le virus va faire son pic épidémique et ensuite, il ne trouve plus personne à infecter et le virus disparaît sur l'île. Donc ça, ce sont les données d'une épidémie de rougeole sur l'île de Rotuma dans le Pacifique en 1911. Et d'ailleurs, le CFR de cette épidémie a été 12%. Donc assez mortel comme infection. Donc, si on a une petite population, après le pic épidémique, le virus disparaît. On ne trouve pas d'autres. Mais si la population est grande, ce qui va se passer, c'est que entre chaque pic d'incidence saisonnier, il y a de nouveaux enfants qui sont nés. Et donc, on a une nouvelle population d'individus susceptibles à l'infection qui est suffisamment grande pour que le virus se maintienne. Et donc, ce que ça donne, ce sont des cycles de pics épidémiques en hiver. Donc, typiquement, le cas de la varicelle, ce sont des données d'Italie avant l'introduction de la vaccination contre le varicelle en Italie. Donc, voilà pour les modèles SEIR et les pics épidémiques. Donc, une chose que l'on peut tirer d'une analyse de ce type, c'est le taux de réplication du virus dans la population, qui est ce numéro R. Et le R0, c'est le taux de réplication du virus avec au cours de du premier cycle de transmission. Donc, parce qu'évidemment, le nombre de R effectif va changer au cours de l'épidémie parce que lorsque le virus trouve moins d'hôtes à infecter, il est moins transmis. Donc, vers la pente descendante de notre pic épidémique, le R effectif va être inférieur à 1. Mais ce qu'on avait initialement à l'initiation de notre épidémie ici, on avait la première personne infectée avait transmis le virus à 3 autres personnes exposées. Et donc, c'est pour ça que notre R0 ici était égal à 3. Donc, le R0 et le R effectif, c'est très important parce que si la valeur de R est inférieure à 1, l'infection va disparaître. Donc, si vous avez un temps 0, 100 personnes qui sont infectées, avec un R de 0,9, une semaine plus tard, vous allez avoir 90% infectés. Une semaine après ça, 81 personnes infectées. Et petit à petit, le virus va s'éteindre. Donc, très important dans toutes les mesures de contrôle des épidémies infectieuses, c'est de baisser ce numéro de R effectif inférieur à 1. Et pour savoir ce qui va marcher, c'est important de connaître le R0, c'est-à-dire la contagiosité de l'infection. Donc, pour différentes infections virales, donc le SARS-CoV-1 en 2002-2004, son R0 était estimé entre 2 et 3. Et pour éteindre et éliminer l'infection de ce type-là, il faut juste bloquer
entre la moitié et 2/3 des transmissions. Et c'est ça qui suffira pour que le R effectif soit inférieur à 1. Pour la variole, c'est beaucoup plus infectieuse. Okay, R0, entre 5 et 10, donc il faut bloquer entre 80 et 90% des transmissions pour essayer de contrôler cette épidémie. Pour la rougeole, super transmissible, extrêmement contagieuse comme maladie. Là, c'est quasiment impossible de le bloquer la transmission par des mesures de contrôle. Alors, qu'en est-il pour le SARS-CoV-2? Alors, en 2020, il y a eu plusieurs études. La médiane observée de R0 était 2,8. Je pense que c'est une sous-estimation. C'était plutôt entre 3 et 4, le R0. Actuellement, le virus a changé un petit peu. Donc tout le monde sait que les souches Omicron sont plus contagieuses et c'est ce qui était rapporté dans la presse, c'était que la R0 pour l'Omicron d'origine, le BA1, était d'environ 8 et le BA2 encore plus élevé, à 12. Mais j'ai pas vraiment réussi à trouver les études qui ont sorti ces chiffres. Mais toujours est-il que c'est clair que les souches Omicron sont plus contagieuses que la souche initiale de SARS-CoV-2. Alors, pour comprendre les mesures de contrôle qui ont été appliquées il y a 2 ans et qui sont encore appliquées en Chine actuellement, il faut comprendre qu'on a 2 choses qui contribuent à cette valeur de R. Donc, la première, c'est le nombre de contacts qu'a chaque personne. Et la deuxième chose, c'est la probabilité de transmettre le virus à chaque contact. Et si on veut diminuer R, on peut agir sur les 2 parties ici, sur ces 2 facteurs. Donc, diminuer le nombre de contacts, c'est pour ça qu'il faut interdire les regroupements, fermer les bars, les restaurants, les transports collectifs et tout ça. Fermer les écoles, auto-isolement lorsqu'on est symptomatique. Donc ça, c'est pour diminuer le nombre de contacts. Ensuite, on avait des mesures pour diminuer la transmission lors d'un contact. Porter le masque, se laver les mains, etc. Alors, c'est difficile de contrôler des épidémies si on a une infection avec un R0 supérieur à 5. Parce que c'est vraiment très très difficile de éliminer 80% ou 90% de toutes les transmissions. Alors là, ça va être un problème en Chine actuellement, parce qu'à Shanghai, ils essayent de contrôler la COVID-19 comme ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans à Wuhan. Mais entre-temps, le virus a changé et son R0 est sensiblement plus élevé. Donc il va être plus difficile à contrôler. Donc la suite nous dira s'ils vont y arriver ou pas. Ok, donc ça, ce sont un peu les informations générales. Alors, quelles étaient les phases de l'épidémie en France? Ah oui, encore une fois. Donc, j'ai évoqué cette idée de différentes souches du virus. Et la raison pour laquelle on peut savoir aujourd'hui qu'on a une souche différente qui circule, qui devient majoritaire dans tel ou tel pays, c'est parce que, je pense, pour la première fois dans l'histoire de n'importe quelle pandémie virale, on a énormément de données de séquençage du génome viral qui devient disponible pratiquement en temps réel. Et ça, c'est le fruit d'une collaboration mondiale entre les cliniciens qui vont prélever des patients, qui vont envoyer des prélèvements aux plateformes de séquençage, qui vont séquencer le génome viral. Les laboratoires de virologie vont séquencer le génome, ils vont soumettre les données de séquence sur les sites web de ces grandes collaborations internationales. Et sur ces sites web, ils ont des outils informatiques qui permettent de classer la souche virale, de le mettre de déterminer ses liens de parenté avec d'autres souches en circulation et de tracer la phylogénie de telle ou telle souche virale et de déterminer quelle est la composition de la population virale mondiale à un temps T. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, là. Donc ça, cette image vient du site NextStrain. Et donc on voit l'évolution de la population virale au niveau mondial entre mai 2021 jusqu'à actuellement. Donc il y a 1 an,
On avait un petit peu de la souche virale d'origine qui est restée, mais la souche alpha qui était majoritaire. Et ensuite, à partir de l'été de l'année dernière, on avait la souche delta qui est apparue, qui est devenue super majoritaire pendant toute la période août jusqu'en novembre, peut-être 2021. Et à partir de décembre, c'est l'Omicron qui domine le monde là. Et donc on voit ces vagues successives de souches virales qui, en fait, doivent s'adapter à infecter une population mondiale qui soit a été invaccinée, soit a déjà été infectée par une souche de ce virus. Donc on a une évolution du virus pour s'adapter à nous. Alors, ça, ce sont des données de Worldometers pour la France. C'était que j'ai pris en début de semaine. Donc on considère qu'il y a eu 26 millions de cas total, 140 000 décès, non négligeables, je dois dire. Et ici on a le nombre de cas par jour, et donc ça va jusqu'à plus de 500 000 sur l'axe ici, sur les axes des ordonnées, et en décès par jour qui va jusqu'à 1000. Donc lors de cette première phase ici, on avait un pic qu'on voit à peine ici de 4000 cas par jour diagnostiqués, mais un pic ici qui était à 970 cas par jour, décès par jour. Et donc on a grand pic de décès, pas énormément de cas. Mais ça c'est parce qu'il n'y avait pas des moyens diagnostiques au laboratoire, personne n'était équipé pour diagnostiquer ces infections. Donc le nombre total de cas était largement sous-estimé. Ensuite, donc on a les kits diagnostiques et tout ça s'est développé. Donc à la deuxième vague en novembre-décembre 2020, là cette fois-ci on commence à comptabiliser les cas correctement. Donc on a un pic de 50 000 cas par jour et accompagné de 600 décès par jour. Donc là on commence à avoir un CFR de 1% à peu près. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a août-septembre 2021, 2 fois moins de cas, mais 6 fois moins de décès. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? La population était vaccinée entre-temps. Donc on a le virus Delta ici, qui était plus pathogène que la souche d'origine, mais néanmoins moins de décès. Et c'est parce que tout le monde ici avait eu deux vaccins, deux doses de vaccin. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le pic là en janvier-février, énorme, 360 000 cas par jour au pic, mais avec seulement 330 décès par jour. Et ça, c'est le virus, l'Omicron, qui devient plus infectieux, mais moins pathogène. Ok, donc aussi pour l'efficacité du vaccin, tout le monde connaît quelqu'un qui n'y croit pas, qui va pas se faire vacciner et qui est vraiment résistante à toute forme de argumentation ou raisonnement. Mais néanmoins, sur Santé publique France, ils font quelque chose de très bien avec les données, c'est-à-dire que pour le nombre de tests positifs et le nombre d'entrées en soins critiques, ils peuvent les lier au fait que si la personne testée positive ou en soins critiques a été vaccinée ou non. Et donc là, ils peuvent normaliser les données par nombre de tests positifs par million de personnes vaccinées en vert et non vaccinées en bleu. Ou entrée en soins critiques, nombre de personnes par million soit vaccinées en vert, soit non vaccinées en bleu. Donc même pour la souche Omicron, on a, donc là c'est entre décembre et janvier décembre 2021, janvier 2022, juste quand l'Omicron devenait majoritaire. Donc la plupart de ces cas, ce sont des souches Omicron ici. Donc contre l'infection, le vaccin, quand même 50% d'efficacité, en France en tout cas, même s'il avait été conçu pour la souche initiale. Donc il n'est pas super protecteur, super efficace contre les infections, mais néanmoins très efficace encore contre les formes sévères. Donc on a beaucoup moins de cas sévères chez les personnes correctement vaccinées que chez les non vaccinés. Et ça, c'est une donnée absolument claire et répliquée partout dans tous les pays. Donc il a perdu son efficacité parce que le virus a muté entre-temps, mais ce n'est pas inutile pour autant. Ok, il me reste une petite vingtaine de minutes pour le dernier sujet
qui est de regarder les origines du SARS-CoV-2 et de l'épidémie de Covid-19. Et pour ça, ça va être utile de re-regarder l'origine de SARS-CoV-1 parce que SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 au niveau génétique, ils sont très très proches. Donc le SARS-CoV-1, c'est un proche parent. Alors, l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui a sévi entre 2002 et 2004, c'est quelque chose qui a touché principalement le sud de la Chine et la diaspora chinoise dans différents pays. Mais le premier cas qui a été rapporté à l'OMS était à Hanoï, était en Vietnam. Donc ce sont les médecins vietnamiens qui ont signalé le premier cas de SRAS. Et ensuite, pendant les deux ou trois semaines qui suivaient, il y a eu de plusieurs cas avec le même profil clinique, diagnostiqués dans différents pays, mais avec une majorité à Hong Kong. Donc c'était Hong Kong qui était un peu l'épicentre de cette nouvelle épidémie. Alors, les services sanitaires à Hong Kong, ils ont tracé des contacts de tous les cas, mis en place des isolements, réussi à interrompre la chaîne de transmission, donc ils ont contrôlé l'épidémie, et ils ont réussi à identifier leur patient zéro, la première personne infectée qui a déclenché l'épidémie à Hong Kong. Mais c'était quelqu'un qui venait de la République de Chine. Et donc, je dis, bah alors, il était infecté, ce monsieur-là. Donc, c'est lui qui a démarré notre infection ici. Donc, lui, comment il a eu l'infection? Et c'était seulement à ce moment-là que les autorités chinoises ont admis, ah oui, en fait, on voit des cas comme ça depuis novembre de l'année dernière. Donc, mais ils gardaient ça un peu pour eux, quoi. Alors, il y a eu la mise en place des mesures de contrôle, donc limitation du nombre de contacts, port du masque, etc. Et c'était suffisant pour éliminer totalement cette infection au mois de juillet 2003. Mais ensuite, il y a eu une deuxième resurgence de la même infection dans le sud de la Chine, à Guangzhou, et qui, en fin de l'année, qui a finalement été contrôlée vers mai 2004. Alors, au total, ce virus a touché plus de 8000 personnes, on a tué presque 800, donc le taux de mortalité par cas était 9,6%. Donc, on pourrait dire que c'est 10 fois plus pathogène que la Covid-19. Mais cette stratégie-là, c'est pas vraiment une stratégie gagnante pour un virus, d'être extrêmement mortel et relativement peu transmissible. Si on est super mortel, les gens qui sont infectés sont très vite malades, ils restent au lit, il ne va pas trop de monde, et on peut les isoler et faire attention lorsqu'on les rencontre facilement. Parce qu'ils sont malades, on se doute qu'ils peuvent être infectieux. Et voilà, donc il était très mortel, mais il n'a pas vraiment réussi à devenir un nouveau virus humain. Il n'a pas réussi son transfert à l'espèce humaine. Tandis que le SARS-CoV-2, oui, il a super bien réussi. Hein. Moins mortel, mais plus transmissible. Et il a certainement tué probablement facilement 10 000 fois plus de personnes que le SARS-CoV-1, quoi. Avec une combinaison différente, avec plus de transmissibilité et moins de pathogénicité. Alors, d'où venait la SARS-CoV-1? Donc, on avait séquencé le génome de ce virus et on l'a comparé à différents bêta-coronavirus qu'on avait connus. Et quel que soit le gène séquencé, la polymérase virale, la protéase ou la glycoprotéine S, le plus proche parent du SARS-CoV-1 dans les arbres phylogénétiques était un bêta-coronavirus de la chauve-souris. Donc, c'est-à-dire, voilà, l'origine à la base, c'est une chauve-souris. Mais la plupart des gens n'ont pas beaucoup de contact avec des chauves-souris, sauf des zoologues, des spécialistes. Mais ils avaient également retrouvé les virus, le SARS-CoV-1, dans 2 échantillons d'animaux qui sont vendus dans les marchés en Chine. Donc on a des marchés qui vendent des animaux sauvages vivants pour être mangés après. Donc on y va, on prend son animal et puis on imagine qu'on doit le tuer à la maison et puis le découper et le manger. Et on peut voir ici qu'on a des cages les unes sur les autres avec des animaux
vraiment à très forte proximité, et les vendeurs et les acheteurs qui sont juste à côté. Donc la plupart de ces animaux, ils ne sont pas juste chopés dans la faune sauvage, ils sont élevés dans les élevages qui sont spécialisés dans ça. Donc quelque part dans la campagne, il y avait des élevages avec des conditions sanitaires qu'on ne connaît pas super bien, mais probablement des animaux sauvages qui vivent peut-être plus ou moins en communauté, peut-être pas, mais dans les élevages, ils sont mis les uns sur les autres. Et donc ça, c'est des super conditions pour qu'un virus s'adapte à un nouvel hôte. Parce que quand on a un animal ici infecté qui expire un nuage de particules virales et on a un autre animal ici juste à côté, le virus n'a pas besoin d'être super efficace pour infecter l'animal, bah, ça va marcher quand même parce qu'on les met tellement proches, une si forte dose infectieuse, bah, ça peut passer, quoi. Donc on avait réussi à séquencer, isoler le virus à partir de 2 espèces d'animaux vendus dans les marchés, le Paguma larvata, ce petit bête adorable, et le Nycteroites procyonoides, le raccoon dog. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le raccoon dog, mais c'est un tanuki, si vous connaissez ce film de Studio Ghibli. Donc ça c'est donc pour le SARS-CoV-1, la voie de transmission avait été bien établie entre chauve-souris, mais un autre intermédiaire, soit celui-là, dans les marchés d'animaux vivants, et ensuite une transmission aux humains. Alors, quelle était l'origine du SARS-CoV-2? Ben, évidemment, l'hypothèse numéro 1 que tout le monde a imaginé, c'était que ben, c'est peut-être exactement comme le SARS-CoV-1, avec une transmission très semblable. Parce que, pareil, donc, le plus proche parent du SARS-CoV-2, c'est un coronavirus chez la chauve-souris. Donc, l'hôte d'origine, c'était une chauve-souris. Donc, on proposait qu'on avait donc une transmission vers des animaux vendus dans un marché d'animaux vivants, et à Wuhan, là où l'épidémie a démarré, il y a un marché d'animaux vivants, le marché de Huanan. Alors, à Wuhan, il y a aussi un institut de virologie. Et ça se trouve qu'en fait, cet institut de virologie avait des équipes de recherche qui étudiaient les bêta-coronavirus, y compris les bêta-coronavirus chez les chauves-souris. Donc, une autre hypothèse qui était prise très au sérieux, c'était que peut-être il y avait un accident de laboratoire, que le virus qui était étudié par les chercheurs au Wuhan Institute of Virology a pu échapper du laboratoire, et c'est ça l'origine de la pandémie. Donc il y a aussi des gens qui ont dit, voilà, ce truc-là, c'est pas un accident, c'est quelqu'un qui a fait ça exprès, ils ont joué les apprentis sorciers, ils ont voulu nous infecter tous, etc. Donc y compris Luc Montagnier, co-découvert du VIH, il disait ça. Malheureusement, il est décédé plus tôt cette année. Si vous cherchez sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos qui proposent que voilà, c'est une création. Donc, je ne vais pas trop parler pour ça, mais lorsqu'on regarde vraiment bien dans la séquence du virus, on voit que ça ne tient pas debout vraiment leur truc, parce que ce qui est proposé comme étant une ingénierie moléculaire dans le génome du virus, c'est pas vraiment super efficace. Et donc, si on avait fait ça vraiment, moi ou un autre chercheur, bon, on n'aurait pas fait comme ça, on aurait fait mieux. Et la suite nous montre que la SARS-CoV-2 initiale n'était pas vraiment l'optimum. Que le Delta et l'Omicron, ils sont plus optimisés. Donc on aurait fait mieux que ça, quoi. Alors, la création du virus exprès n'est pas vraiment une hypothèse sérieuse, mais une libération par accident d'un laboratoire de virologie, c'est quelque chose qu'il fallait tenir au sérieux, parce que on sait que ce type d'événement a déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire. Donc en 1967, il y a eu un foyer de 31 personnes infectées et 7 personnes tuées par un nouveau virus, le virus de Marburg, qui est un filovirus, c'est-à-dire de la même famille du virus Ebola que le virus Ebola Zaïre. Donc un virus aux fièvres hémorragiques extrêmement pathogènes. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était le personnel du laboratoire qui était infecté et leurs contacts
et ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient en train de techniquer ce virus. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de préparer les cultures cellulaires pour faire pousser un autre virus pour préparer des lots de vaccins. Or, à cette époque-là, la culture cellulaire se faisait avec des cultures de lignée primaire isolées à partir de cellules épithéliales de reins de singe. Et pour les obtenir, il fallait importer des singes, les euthanasier, prendre leurs reins et puis mettre les cellules en culture. Alors, sans le savoir, un de ces singes était infecté par le virus de Marburg. Et du coup, lorsqu'on a mis ces cellules rénales en culture, les cellules de rein ont répliqué le virus. Donc, le personnel dans le laboratoire techniquait ce virus hautement mortel sans le savoir. Ils se sont infectés, ils les ont transmis un peu à leur entourage. Alors, deuxième exemple de ce type-là, c'était un cas de variole à Birmingham à la fin des années 1978. Et encore une fois, c'était un laboratoire de recherche qui était incriminé parce qu'il y avait un laboratoire qui travaillait sur le virus de la variole et sans vraiment qu'on sache comment ça s'est fait précisément, il y a une personne qui travaillait pas dans ce laboratoire mais dans le même bâtiment qui a chopé la variole et qui a été tué. Et donc il y a eu un rapport d'expertise établi après cet événement qui a pointé du doigt le laboratoire en disant en fait vous n'avez pas vraiment suivi les consignes de sécurité pour techniquer ce virus fortement transmissible et très dangereux. Donc c'était le directeur du laboratoire qui était incriminé et puis il s'est tué après. Il s'est suicidé parce que il s'est senti vraiment coupable. Et plus pertinent encore, peut-être pour le SARS-CoV-2, il y a eu plusieurs cas de SARS-CoV-1 qui a infecté les chercheurs qui étaient en train de cultiver le virus. Donc à Taïwan, Singapour, Beijing, et avec des gens tués, infectés lorsqu'ils travaillaient sur ce virus. Alors, donc on a plusieurs cas de ce type de transmission. Donc il fallait prendre ça au sérieux comme une hypothèse. Donc c'est ce qui a été fait un peu dans quelques publications récentes. Et je vais présenter d'abord celui-ci, ensuite un preprint. Donc c'est une publication par une équipe de chercheurs en collaboration internationale, et notamment avec Edward Holmes, qui est un vrai expert, qui est un passionné pour traquer ces zoonoses et comprendre les chaînes de transmission entre une source animale et l'être humain. Donc c'est Edward Holmes qui a mené cette étude. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de regarder les données épidémiologiques. Où se trouvaient les premiers cas de Covid-19 à Wuhan en 2019. Alors, si on regarde ça bien, donc ça c'est une carte de la ville de Wuhan, avec noté ici le WIV, c'est l'Institut de Wuhan de virologie de Wuhan. Ici, le triangle là-bas, c'est le marché de Huanan. Et en rouge, ce sont les premiers cas en décembre 2019. Et lorsqu'on regarde première partie de décembre, tout décembre, et ensuite les excès de mortalité pendant le mois de janvier et le mois de février, on a l'impression que les premiers cas sont plus proches du marché de Huanan que de l'Institut de virologie. Et donc on a déjà l'impression que les premiers cas étaient centrés autour de ce marché. Et une autre chose que l'on peut remarquer, c'était qu'il n'y avait pas de cas cliniques chez les employés de l'Institut de virologie, ni de leurs contacts. Et lorsqu'on regardait dans les cahiers de laboratoire et la documentation dans l'Institut de virologie, il y avait personne qui était en train de cultiver ce virus. Il y avait des séquences virales amplifiées par PCR à partir d'un échantillon de chauve-souris, mais il n'y avait pas la culture du virus. Tandis que tous les autres cas où le virus a échappé du laboratoire, c'est quand on le cultivait en grande quantité. Et donc on avait beaucoup de virus infectieux qui étaient dangereux. Alors pour aller plus loin dans cette voie de recherche, on a un preprint qui est sorti, et je conseille tout le monde, si vous avez un moment de dispo après le concours, d'écouter cet épisode de This Week in Virology. Et là, ils ont réanalysé les données obtenues par la mission de l'OMS qui est allée visiter la Chine plutôt en 2021.
Alors, ils ont réussi à localiser les adresses de domicile de 156 des 174 premiers cas de Covid-19 au mois de décembre à Wuhan. Et ensuite, ils ont cartographié où habitaient tous les premiers cas, tous ces 156 premiers cas. Là, c'est le marché de Huanan, et en point, c'est l'adresse de domicile de tous ces premiers cas. Et on voit qu'ils sont vraiment centrés autour du marché. Un mois plus tard, ça, ce sont les cas cliniques signalés sur l'app Stop Covid chinois. Et ça, c'est un peu plus large sur le centre. On n'a plus vraiment l'épicentre autour du marché. Mais initialement, ces premiers cas en décembre, la distance médiane entre le domicile de la personne infectée et le marché, c'était moins de 4 km. Et si on calcule le centroïde, c'est-à-dire le centre, le bullseye ou le centre de la cible dressé par tous ces cas, c'est à moins d'1 kilomètre du marché. Donc ça, c'est vraiment pile dans le mille. Et ça, c'est vraiment une revisitation d'un grand classique en épidémiologie infectieuse, et notamment la carte de Dr. John Snow qu'il a établie lors d'une épidémie de la choléra à Londres en 1854. Il a marqué sur la carte de Soho où se trouvaient tous les cas. Et il voyait qu'ils s'étaient centrés autour de Broad Street. Et où est-ce qu'ils obtenaient leur rôle, les habitants de Broad Street? À la pompe. Donc il a dit, voilà, il faut arrêter la pompe là. Donc ils ont fait ça, et puis l'épidémie s'est arrêtée. Donc c'était l'indication que oui, en fait, il connaissait quelque chose, John Snow. Yeah, laughing is optional at this point. Alors, le marché de Huanan, proche des premiers cas, est-ce qu'on peut aller plus loin et regarder à l'intérieur du marché? Donc, est-ce qu'il y avait des animaux susceptibles à l'infection en vente dans ce marché? Et en fait, oui, il existe des photos datées du début de décembre 2020 avec des animaux en vente dans ce marché. Et ça se trouve que les autorités chinoises avaient un peu cartographié ou gardé des traces des animaux qui étaient en vente entre le mois de mars et novembre 2019. Et c'était des données récupérées par Edward Holmes. Et donc, jusqu'en novembre 2019, on a observé plusieurs espèces sauvages en vente dans le marché. Et sur les photos en décembre, on peut confirmer leur présence encore en début décembre. Alors, parmi les espèces susceptibles de transmettre à l'être humain, le Pagumala avata, pas présent en novembre ni en décembre, et pas sur les photos en décembre. Donc, peu probable. Mais le raccoon dog de Tanuki, présent du mai jusqu'en novembre, et également présent en décembre, début décembre. Donc, c'est probablement cette espèce-là. Éventuellement, les renards sont aussi susceptibles de le transmettre à l'être humain et qui étaient aussi présents. Donc, c'est le deuxième candidat. Donc, les animaux qui pouvaient les transmettre à l'être humain étaient là. Et on a aussi accès aux données des échantillons environnementaux qui ont été analysés. C'est-à-dire que le marché a été fermé le 1er janvier 2020. Et ensuite, les équipes sanitaires à Wuhan, ils sont entrés dans le marché. Ils ont pris plein d'écouvillons sur les surfaces, sur les tables du marché, sur les équipements, dans les frigos, des choses comme ça. Et ils en ont trouvé plusieurs échantillons positifs en PCR pour la SARS-CoV-2. Et lorsqu'on regarde où sont les positifs, donc ça c'est le côté est, le côté ouest, bah c'est clairement sur le côté ouest. Et les régions avec le plus forte concentration d'échantillons positifs, c'est cette zone du marché où ils vendaient des animaux vivants. Donc même à l'intérieur du marché, on a la contamination environnementale qui pointe vraiment la vente des animaux vivants. Alors, le modèle actuel qui est vraiment basé sur des données que je trouve très très convaincantes, c'est que initialement on a le virus qui circule naturellement chez les chauves-souris. À un moment donné, à un endroit que l'on ne connaît pas, ce virus est transmis à des animaux sauvages qui sont attrapés, qui sont élevés pour être vendus dans les marchés vivants, et que pendant le mois, et ils pensent que c'est peut-être la dernière semaine du mois de novembre, les premières transmissions SARS-CoV-2 animal-humain.
Donc, dernière semaine du mois de novembre 2019, le virus est transmis à partir de ces animaux dans le marché vers les humains à proximité. Et il propose deux événements de transmission distincts parce qu'on a deux souches génétiques majeures de SARS-CoV-2, le lignage A et le lignage B. C'est probablement le fruit de deux événements de transmission distincts. Donc, c'est initialement à l'intérieur du marché, mais ces gens-là, ils rentrent chez eux, ils tombent malades, ils transmettent à leur entourage. Donc, on a une transmission dans la communauté autour du marché, début du mois de décembre 2019. Ensuite, en Wuhan, le reste de la ville, janvier 2020. Les gens prennent l'avion, ça y est, le virus a échappé et il est là maintenant. Il a gagné le gros lot et il a infecté tout le monde. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour l'origine du SARS-CoV-2. Alors, il faut jamais oublier que ce virus a réussi à infecter probablement des centaines de millions de personnes et qu'on a tué plusieurs millions et que dans tous les pays, le personnel de soins a payé un lourd tribut. Notamment, il faut toujours avoir une pensée pour Dr. Wenyang Li, qui était médecin à Wuhan, et c'était un des premiers médecins à avait signalé à ses collègues ses premiers cas d'une nouvelle pneumopathie qui lui a invoqué le SRAS en fin décembre 2019. Pour ces peines, était reprimandé par le Bureau de sécurité publique parce que il fallait pas faire peur aux gens inutilement, n'est-ce pas? Malheureusement pour lui, lors de ses activités en médecine critique, il était infecté par le virus et il est mort en février 2002 à l'âge de 33 ans. Donc je vais m'arrêter là et c'est un message juste pour dire que si les autorités chinoises avaient été un peu plus sérieuses à contrôler ces marchés d'animaux avec des ventes de marchés d'animaux sauvages, ils seraient probablement en vie, et peut-être le docteur Li, et on aurait évité une pandémie qui a vraiment secoué le monde entier. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end. Oh, trop sympa!